Salut, salut et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de vous connecter massivement et de partager le direct. Salut Doris Djamou. Salut à tous et à toutes. Voilà, partagez encore le direct et surtout invitez le maximum de personnes possible. Nous sommes sur la dernière ligne droite pour l'opération Coup de grâce à Paris le 18 mai. Pendant ça dit que toute la semaine prochaine de lundi jusqu'à vendredi, nous allons communiquer incessamment sur ce rendez-vous importantissime. Donc, encore une fois, voilà, bonjour et bienvenue. Invitez le maximum de personnes possible et partagez le direct. Je vais prendre le temps, comme d'habitude, voilà, de mettre ici le, le lien PayPal pour ceux qui veulent bien cotiser. Voilà. C'est ce que je suis en train de rechercher. Le lien, il est quelque part. Alors, excusez-moi, permettez, voilà. C'est celui-là. Je vais le mettre pour permettre, voilà, à ceux-là qui veulent. Salut Roméo Sankar. Voilà, de mettre ici. Ça y est, c'est bon. Le lien, il est là. Donc, pour ceux qui veulent, bien sûr, cotiser, le lien est en ligne et le lien est disponible. Voilà, on va... Papa Emma, j'espère que tu vas super bien. Je suis tout le temps content de te voir. Quand on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles, et de temps en temps, quand je te vois, je suis super content. J'espère que tu vas très bien, papa. Alors, je vais aller tout droit au but. Donc, le but de ce petit live, qui va durer maximum 30-40 minutes, c'est de mobiliser le maximum de personnes possible pour la marche historique qui aura lieu à Paris le 18 mai prochain. Donc, soyez prêts et soyez au rendez-vous. Le 18 mai, Lirovan Hardy, salut. Le 18 mai prochain à Paris, ça sera le jour où tout va se décider. C'est ce jour-là que nous allons sceller le départ du dictateur Biya. Nous allons le dégager. Toutes les poches, voilà, de résistance sont tombées. Tous ceux-là qui faisaient tout, en fait, pour maintenir Biya, tous les soutiens, on va dire, de Biya à l'étranger, comme sur place, même au pays, ont commencé à le lâcher progressivement. L'étau s'est resserré sur le régime tyrannique de Biya et d'ici peu, il tombera. Alors, le 18, c'est quoi? C'est un jour. C'est une date. D'ailleurs, comme le 26 janvier passé, le 18 mai prochain à Paris doit être une date importante dans l'histoire de notre pays. On attend minimum, je dis bien minimum, 50 000 Camerounais dans les rues de Paris. Nous allons bloquer, nous allons être sur place, nous allons nous mobiliser, nous allons dire
et rappeler à Emmanuel Macron et tous ses suppôts, tous ceux qui sont autour de lui dans le régime, ce qu'on appelle le réseau foucaultien, même si Foucault est décédé, ça existe toujours son réseau, ça continue. Il y a d'ailleurs ceux qui travaillent au quotidien pour perpétuer ce réseau foucaultien, y compris les Africains. Je rappelle que ce réseau de Jacques Foucault a plus de 7000 à près de 7000 membres qui sont rémunérés à hauteur de plus de 70 000 euros par an. Vous pouvez vous rendre compte. Et ils n'opèrent pas qu'en Afrique francophone, ils opèrent même en Afrique anglophone, même en Afrique lusophone. C'est un réseau qui est assez structuré, un réseau qui est assez surpuissant, qui opère non seulement en France en déversant tout ce qui est drogue et tout, parfois dans des cités françaises pour détruire les jeunes, les jeunes Africains, ou le cas des Africains, voilà, des Français issus voilà, de l'immigration maghrébine ou bien subsaharienne et autres. C'est un réseau qui est assez surpuissant. Nous allons faire ce que les autres n'ont pas pu faire jusqu'ici. Nous allons rappeler au président Macron, le 18 mai prochain, qu'il est temps d'arrêter de soutenir. D'ailleurs, il a même, sauf que peut-être beaucoup ne l'ont pas remarqué, Macron n'est pas prêt à tout pour soutenir Biya. Macron n'est pas prêt à tout pour aller en guerre contre l'Union européenne, tout simplement parce qu'il veut soutenir Paul Biya. C'est ce que les gens n'ont pas compris la dernière fois. En 2008, quand le président gabonais décède, Omar Bongo, l'Élysée ici avait tout fait pour imposer au sein de l'Union européenne un nouveau candidat au nom d'Ali Ben Bongo qui devait servir les intérêts de la France. Pour le cas du Cameroun, c'est un cas assez spécifique. Déjà, le Cameroun, pour ceux qui disaient encore qu'il y a un soi-disant expert qui est passé, je ne sais pas si ce genre de choses, il le fait exprès ou il ignore complètement. Le Cameroun n'a jamais été une colonie française. J'ai un peu mal d'entendre ça venant d'un soi-disant, je ne sais pas, expert. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver dans le live, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager massivement ce direct de mobilisation pour la marche historique du 18 mai. Et n'oubliez pas qu'il y a un lien en ligne PayPal pour ceux qui veulent contribuer. Quand je dis contribuer ici, il faut bien comprendre dans quel sens. Ce n'est pas comme si je le prenais pour mettre dans mes poches. Je suis en train de rappeler quelque chose de très important. Le Cameroun est un pays qui a une histoire et une trajectoire qui est complètement différente de celle des autres pays. Le Cameroun est un pays assez particulier, avec une histoire assez particulière. Quand le Cameroun veut défendre son droit, quand le Cameroun veut revendiquer quoi que ce soit, vous allez bien remarquer que le Cameroun n'a pas besoin de venir à Paris. Même s'ils le font en partie. Le Cameroun n'a jamais été une colonie française. C'est pour ça que quand Oumniobé se rendait pour défendre la cause du Cameroun, quand il revendiquait, c'est l'un des rares, avec les leaders de la révolution malgache, les tout premiers d'ailleurs, ça a été largement relayé ici par le professeur Lozéris Cheikh Anta Diop qui rappelait ceci, que le seul et courageux révolutionnaire qui s'est levé pour dire indépendance immédiate du Cameroun, réunification et indépendance immédiate du Cameroun, c'était Oumniobé, avec quelques leaders malgaches. Ça, c'est la toute première fois dans l'histoire de l'Afrique avant que les autres ne suivent le pas. Donc, pour rappeler jusqu'à quel point le Podol Oumniobé est assez important dans l'histoire de notre pays. J'étais en train de dire ceci. Quand Oumniobé partait revendiquer, quand il demandait quoi que ce soit au nom du Cameroun, il ne venait pas pleurnicher à Paris comme le ferait peut-être un Burkinabé, un Ivoirien, un Centrafricain ou autre. Non. Oumniobé se rendait directement au siège des Nations Unies. C'est aux États-Unis qu'il allait plaider la cause du Cameroun. Il ne venait pas plaider la cause du Cameroun en France. On est bien d'accord que la France, oui, après avait pris le relais suite à la perte de la guerre suite à la perte de la guerre mondiale par l'Allemagne. On est bien d'accord là-dessus. Je ne vais pas revenir vous faire cette histoire, tout le monde le sait. Donc la France a beau avoir une position sur le sujet du Cameroun. La France a beau se prononcer, mais la France ne peut pas prendre certaines décisions pour le cas du Cameroun parce que le Cameroun est un pays spécifique. Non seulement il y a deux langues, il y a deux Cameroun les deux Cameroun ont été réunis. Et la France ne peut pas toujours agir comme elle veut au Cameroun. Pourtant, la France a le feu vert à libre cours au Gabon.
Donc, vous allez voir que pour le cas du Gabon en 2008, la France a pesé de tout son poids pour pas que le Gabon soit sanctionné et que par la suite, que leur poulain qu'ils avaient déjà formé dans les écoles de France, Ali Bongo, avait déjà été introduit pour prendre le pouvoir, pour assurer voilà, le départ de son père. C'est ce qui s'est passé avec le cas du Gabon. Mais vous allez voir que pour le cas du Cameroun, Macron lui-même, qui est suffisamment informé sur la politique africaine de la France, qui est suffisamment informé sur les dossiers, le dossier camerounais, sait qu'il ne peut pas se prononcer sur ce genre de sujet. Il n'a pas fait le forcing. Il n'y a que, vous allez bien remarquer, ces deux députés et autres qui ont apporté leur soutien au président Biya et à son régime tyrannique. Vous allez bien remarquer que Macron, en tant que président de la France, n'a pas fait l'essentiel. En fait, n'est pas allé au bras de fer avec l'Union européenne. Parce qu'il sait très bien, lâcher Biya, c'est pas, il ne suffit pas de prendre le micro et le dire en public que Biya, nous ne voulons plus de toi et qu'il faut que tu passes la main à quelqu'un d'autre. Ce qui se passe, c'est que Macron a fait exprès de ne pas soutenir, de ne pas aller au bras de fer, comme il avait fait également avec le cas du Gabon, pour soutenir la candidature de Biya. La France a décidé de ne pas aller au bras de fer. Donc, autrement dit, Macron lui-même a déjà lâché Biya depuis un moment, sauf qu'il reste une seule chose à faire. Le peuple camerounais doit se lever pour botter le cul à Biya. C'est la seule chose qui manque jusqu'à présent. Si nous ne sommes pas encore levés pour le faire au pays, parce qu'en France déjà, en Europe, un peu partout à la diaspora, ça se fait. Donc une seconde s'il vous plaît, et le temps que je revienne, s'il vous plaît, partagez massivement le direct. Voilà. Donc j'étais en train de dire ceci. Pour le cas du Cameroun, c'est un cas assez spécifique. Le cas du Cameroun est un cas assez spécifique et il faut bien le comprendre. Macron, de toute façon, n'a plus trop la main. Même si encore ces derniers temps, oui, il a évité, vous allez bien voir qu'il a évité de se prononcer sur le cas de Biya depuis un bon moment. C'est déjà un très très bon signe. Maintenant, c'est au peuple camerounais d'asséner le coup de pied fatal à Biya pour qu'il puisse dégager. Mais les Camerounais au niveau du pays, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Ils ont aussi prévu voilà, une marche au Cameroun le 18, je crois. Le 20 mai également va être boycotté par beaucoup de Camerounais. Je reviendrai sur le cas du 20 mai pour préciser que hier, il y a quelques jours, il y a une décision en fait qui a été prise en interne avec je ne sais pas si c'est Ngongo, comme c'est lui qui prend les décisions ces derniers temps. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Biya est tellement fatigué au point où il ne peut pas tenir debout pendant 10-15 minutes. Comme avant, Biya était obligé de se tenir debout le 20 mai, pendant peut-être 30, 40, 50 minutes, voire même une heure de temps, parce qu'il a l'obligation de se lever, de tenir debout, pendant que le cortège militaire est en train de passer, toutes les parades et autres et tout, il est obligé de se lever parce que c'est le corps, voilà, c'est le corps de l'armée, tous les corps même d'ailleurs, chargés de protéger, d'assurer la sécurité du peuple, que ce soit à l'intérieur du territoire comme sur les frontières et même à l'extérieur pour défendre les intérêts voilà, de notre pays, le Cameroun. Ce qui se passe, c'est que Biya a cette obligation. Mais récemment, suite à tout ce qui s'est passé, vu son état de santé, vu le fait qu'il ne contrôle plus rien, il est fatigué, il est épuisé et surtout avec tout ce qui se passe ces derniers temps, ça a largement contribué à le clouer davantage.
Biya ne peut plus tenir debout pendant 10 minutes. Raison pour laquelle il a exigé que la parade militaire ne dure pas plus de 10 minutes. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui dirige un pays, bientôt 87 ans, il dirige un pays d'une main de fer depuis 37 ans, il ne veut rien lâcher. Il est malade, il est fatigué, il ne contrôle plus rien, mais il ne veut pas laisser. Son seul rêve, son seul projet, c'est de mourir au pouvoir. Maintenant, il n'est pas capable de se déplacer. Pire, il n'est pas capable de tenir debout plus de 10 minutes. Il faut qu'il exige que le cortège soit, que le carré, voilà, le carré de l'armée soit divisé peut-être par 10 ou par 20, juste pour lui permettre de se lever pendant 10 minutes, tenir, permettre que ces militaires passent et que par la suite, voilà, il puisse se rasseoir. Parce qu'il ne peut pas tenir debout longtemps. Vous voyez où se situe le problème? Voilà quelqu'un incapable de se déplacer, qui n'a jamais rien fait dans son propre pays, qui a tout fait à l'étranger, du moins qui a loué un peu à l'étranger et qui a peut-être acheté quelques petits trucs à l'étranger, qui a passé son temps à l'hôtel Continental, au bord du lac Lehmann en Allemagne, qui a passé toute sa vie à l'étranger et qui a vu tout se développer. Il a vu des pays partis de rien pour devenir des superpuissances devant lui, pendant qu'il était encore, au pouvoir, avant même d'être président de la République. Il y a 50 ans aujourd'hui, Singapour qui est venu acheter 50 000 hectares de terre au Cameroun. Biya a signé le contrat récemment, à l'insu du peuple camerounais. 50 000 hectares, je dis, ils n'ont pas loué, ils ont acheté 50 000 hectares au Cameroun. Et ils vont expérimenter tout ce qui est culture, voilà, leur agriculture et autres. Ils vont expérimenter, ils vont faire des trucs dans la pisciculture, dans l'élevage et tout. Ils ont acheté cet espace de terre au Cameroun, pourtant il y a 50 ans. Singapour n'était rien, Singapour ne représentait rien. Quand on montre les images de Singapour il y a 50 ans, on a honte aujourd'hui. Il a été déjà dans le gouvernement camerounais. Il y a un certain Bertrand Tatinda qui est là dans la Talakou, c'est de lui que je parlais tout à l'heure, qui dit comment Biya a construit l'unité du Cameroun. Ça me fait rigoler, il y a même sa vidéo. Il a tellement raconté de conneries dans cette vidéo, je reviendrai certainement dessus. Je vais détruire toutes les conneries qu'il a racontées parce que sur le plan historique, il essaye d'endormir les gens en racontant une histoire dormie debout, voilà, de Nicéphore Soglo, sorti des grandes universités, badé des diplômes, qui n'a rien foutu au Bénin. Il a pris encore l'exemple de... Après Nicéphore Soglo, il a pris l'exemple de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville, un peu pour rappeler aux gens que c'est pas parce que Maurice Kamto a des gros diplômes et il a un gros CV sur le plan, voilà, international qu'il pourra faire quoi que ce soit pour le Cameroun. Il y a pitié des gens comme ça. Ils font de la talakou tous les jours simplement parce qu'ils veulent des postes de responsabilité, ils attendent des nominations. J'aurai certainement l'occasion de revenir dessus. C'est que lui, il s'est plus appuyé sur... En fait, il s'est plus appuyé sur les conséquences, tout en évitant savamment de toucher la cause. Il évoque le cas d'un pays comme le Congo-Brazzaville. Il vient dire comment Lissouba a échoué parce que bon, Lissouba n'était pas expérimenté. Lissouba, au bout de 5 ans, il a mis le pays à feu et à sang. Au bout de 5 ans, Lissouba était, comment dire ça, celui-là bardé de diplômes venus des grandes écoles qui était venu pour changer le Congo. Sauf qu'il s'appuie sur les conséquences. Il fait exprès et il le sait même d'ailleurs sur le plan historique parce qu'il est bien informé. Sauf qu'il ne dit pas la vérité aux gens que la France derrière avait tout financé. Il faut s'appuyer à la cause, il faut s'attaquer vraiment, pardon, il faut s'attaquer à la cause et non aux conséquences. Il le sait très bien. Pourquoi il parle du cas de Lissouba sans toutefois mettre voilà, la lumière sur le cas de l'Élysée? Parce qu'il faut rappeler que le réseau Faucartien avait travaillé pour faire revenir le président Sassou Nguesso actuel au pouvoir. Et il y a eu donc des concessions derrière, il y a eu plein de trucs derrière. Sassou Nguesso étant prêt à tout donner pour revenir, pour prendre le pouvoir. Sassou Nguesso s'entend ici avec le réseau de la ELF. Il y a aussi également, à l'époque, le président... Il y a celui-là qui avait joué un très grand rôle dans son accession au pouvoir. C'est même d'ailleurs, on l'appelle le Floc Prigent. C'est d'ailleurs lui-même qui avait installé le PDG de Total. Voilà, c'est de Elf, voilà, qui est devenu Total par la suite. C'est lui-même qui fait même l'effort à l'époque de les intégrer. Et n'oubliez pas, j'ai même fait une vidéo aussi la dernière fois, une petite vidéo comme ça, j'étais de passage à la Défense,
en région parisienne, à La Défense. Je rappelle ici que La Défense, que vous voyez, c'est le plus grand centre d'affaires d'Europe. Et ça a été construit avec l'argent du pétrole du Congo-Brazzaville. Il faut rappeler ça à ce connard de Bertrand Tatinda et il sait très bien de quoi je suis en train de parler. Il n'y a pas que lui pour avoir certaines informations, certaines connaissances en histoire. Il vient endormir les gens sur son truc. Les chaînes, ils appellent ça quoi, Afrique Média. Une chaîne de véritables bâtards qui sont là juste pour parler mal des autres pays africains et qui se taisent quand il s'agit de dire les vérités sur le cas du Cameroun. Salut à toi, Suzanne. Donc, pour revenir sur ce cas, il va aller s'attaquer au cas Lissouba et il ne va pas rappeler aux gens comment Lissouba n'a pas eu la liberté de travailler. C'est un peu comme si quelqu'un venait dire que Laurent Gbagbo n'avait rien fait pourtant. Pendant 10 ans, Gbagbo n'a jamais eu la paix et le temps de véritablement travailler pour son peuple. Malgré ça, il a électrifié des villages, il a donné de l'électricité, il a fait tellement de choses en Côte d'Ivoire en si peu de temps. On ne le rappelle jamais assez. Donc pour revenir sur le cas de ce frère, peut-être j'aurai le temps de revenir dessus. Quand je vais faire un live un peu plus long, aujourd'hui j'ai pas assez de temps, je vais peut-être vraiment entrer en profondeur. Je rappelle que le centre, le plus grand centre d'affaires d'Europe, qui est construit aujourd'hui, qu'on appelle La Défense. Là, vous allez voir tous les plus grandes multinationales sont représentées, ils ont leur bureau. Il y a le 4 temps, il y a tout, voilà, toutes ces grandes entreprises-là. C'est à La Défense ici. C'est là à La Défense. Là, il y a les 4 temps. Il y a également GDF, Suez. Il y a toutes les plus grandes entreprises là-bas. C'est là où il y avait récemment, je ne sais plus comment il s'appelle, un terroriste qui avait programmé. Voilà, il voulait faire un attentat là-bas parce que c'est un endroit tellement fréquenté. C'est le plus grand centre d'affaires d'Europe, pas de France, mais je dis bien d'Europe. Et ça a été construit, imaginez avec quel argent? Ça a été construit avec l'argent du pétrole du Congo. Ce n'est pas moi qui le dis. J'avais présenté des ouvrages ici la dernière fois d'un auteur français blanc au nom de François-Xavier Verschaff qui maîtrise bien ce dossier et qui l'a détaillé dans des livres que je vous avais présentés ici. Donc on ne peut pas venir accuser, voilà, Lissouba fait ci, et on s'attaque plutôt aux conséquences et on connaît très bien les causes, on s'empêche, on évite de toucher les causes pour parler plutôt des conséquences en faisant un raccourci avec Maurice Kamto pour rappeler que ce n'est pas parce qu'il a les plus gros diplômes qu'il va faire progresser ou bien faire prospérer le Cameroun. C'est du grand n'importe quoi, ça. C'est quand j'écoute même ça, voilà, il y a Société Générale, toutes les plus grandes Total, toutes les plus grandes entreprises là-bas et autres. Donc, je vais revenir sur le cas de Bia pour dire que dans cette partie qui a été achetée, on va dire par les Singapouriens, les populations ont été déplacées. On a chassé les populations sur leur propre terre sans demander leur avis. Sur cet endroit, ils ont le droit, c'est-à-dire que dans cet espace, ils auront le droit d'expérimenter tout. Et surtout, je rappelle que le Cameroun n'aura pas un droit de contrôle sur ce qu'ils pourront faire à l'intérieur. Donc, ils pourront ramener des Camerounais à l'intérieur, les esclavagiser. Ils pourront prendre des Camerounais à l'intérieur, faire ce qu'ils veulent d'eux. L'État du Cameroun n'a pas le droit d'y entrer pour vérifier ce qui se passe. Donc, c'est un peu comme si c'était un État dans un autre État. Voilà comment Biya a vendu notre pays avant de partir. Je dis bien 50 000 hectares. On n'a pas dédommagé les populations. C'est sur cette terre que leurs ancêtres sont enterrés. Ils n'ont pas pensé à ça. Salut Sylvie Noucha, j'espère que tu vas bien. Ils n'ont pas pensé à ces pauvres populations, à ces papas, à ces mamans, à nos parents qui vivent de la chasse là-bas, qui vivent de la cueillette, qui ont leurs parents enterrés, qui ont leurs enfants qui étaient peut-être scolarisés là-bas, qui ont tout en fait. Tout, ils avaient tout pour être heureux. Par contre, on va les déplacer du jour au lendemain pour les renvoyer dans des régions où ils n'auront pas accès peut-être à l'eau. Ils ne pourront même pas déjà parce que dans les autres régions, il y a de fortes chances qu'ils arrivent là-bas et trouvent les autres qui sont déjà installés depuis peut-être des siècles. Comment ceux-là vont faire? C'est la question qu'il faut se poser. Mais le gouvernement, Biya n'a pas pensé à ça, il pense à ses intérêts. Et ça a été passé comme ça au-dessous de la table. En dessous de la table, l'argent est entré, ils ont pris, ils ont mis dans leur compte bancaire, ils sont allés, voilà, les ministres qui l'entourent ont signé et tout. Ça a été vite fait. Mais les gens ne se rendent pas compte que ça punit le peuple camerounais. Les gens ne se rendent pas compte que ça, c'est hypothéquer l'avenir de la jeunesse camerounaise. 50 000 hectares dans un pays comme le Cameroun et par un tout petit pays qu'on appelle Singapour. Singapour, je rappelais ici tout à l'heure, il y a 50 ans, Singapour ne ressemblait à rien. C'était un vaste champ de ruines. Et ils étaient encore sur le contrôle chinois et autres, le contrôle anglais et autres. Mais c'était un pays
Quand je vois aujourd'hui Singapour qui vient acheter ces espaces de terre chez nous au Cameroun, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce que Biya va laisser à cette jeunesse? Il est sur la porte de sortie, il est en train de partir, mais qu'est-ce qu'il laisse comme souvenir? Qu'est-ce qu'il laisse dans son propre pays? Rien du tout. Voilà le pays qu'il a vendu avant de partir. Les contrats pétroliers, les contrats pour les mines d'or et autres, tout ça a été vendu à l'étranger. Et les enfants camerounais, pour gagner leur vie, doivent s'humilier partout. On les chasse comme des chiens et des rats en Guinée équatoriale, pourtant ce n'est rien d'autre qu'une région du Cameroun. On les méprise un peu partout. Les Camerounais doivent subir l'humiliation. Les enfants camerounais doivent mourir dans la mer parce qu'ils viennent en Europe. Et il y a des Camerounais jusqu'à présent qui pensent qui trouvent trouvent ça normal, qui ne sont même pas capables de se lever pour dire non à ça. Il a tout vendu. Et il y a des gens qui sont juste là comme ça pour regarder. Donc c'est à nous, la génération actuelle, de mener notre combat. Comme le disait François Fanon, c'est à nous, voilà, de remplir notre mission ou bien de la trahir. Et je pense que pour le moment, la jeunesse camerounaise est en train de faire la différence. La jeunesse camerounaise est en train de marquer de ses empreintes cette courte partie, voilà, on va dire, de l'histoire de notre pays. Nous sommes en train de faire le nécessaire. Et pour la marche du 18, je reviendrai encore dessus, c'est très important. Je commencerai d'abord par saluer le général Wanto pour sa sagesse, pour tout le travail qu'il a bas jusqu'ici. Il a fait un boulot remarquable, il a fait un boulot inimaginable jusqu'ici. Il n'y a pas que Wanto, il y a également même le Camerounais lambda qui se bat. Il n'y a pas que Wanto, il n'y a pas que... J'ai félicité d'ailleurs hier le général El Chenou dans l'un de ses directs qu'il faisait. Je suis passé dans son direct hier. J'ai pris la parole et j'ai tenu à le féliciter, lui, personnellement. J'ai tenu également à féliciter le général Wanto pour l'organisation. Il n'y a pas que lui, hein, il y a beaucoup. Il y a Salomon, je pense à beaucoup de gens. Je pense aux Amazones, Winnie Savannah, il y a tellement. Il y a le colonel So, il y a tellement de monde. Et je ne pourrais pas citer tout le monde ici, mais je pense à tous ces gens-là qui sont en train de se mobiliser. Je vous rappelle que pour la marche du 18, il y aura une grosse logistique derrière. Il y aura une grosse logistique. Il va falloir inviter des DJ, il va falloir un podium, il va falloir un gros camion avec un écran géant dessus pour présenter tous les massacres, pour montrer aux yeux, voilà, du peuple français et même du monde d'ailleurs, parce qu'il y aura certainement quelques chaînes de télé qui pourront retransmettre en direct. Au pire des cas, nous allons réaliser des directs sur place, voilà, pendant pour essayer comment dire ça, de vulgariser l'événement. Ça, c'est très important. Il y aura tellement de choses à faire et vous ne pouvez pas vous rendre compte du boulot que les gens sont en train de faire. On multiplie des réunions, les gens rentrent chez eux à 1h du matin, à 2h du matin. Moi-même, je suis parti à plusieurs réunions, parti de plusieurs réunions pour chez moi. Je me suis retrouvé à rentrer à pied. Il y a tout le temps comme ça, c'est pareil parce que si tu arrives peut-être en retard, tu rates le dernier train, des choses comme ça, tu te retrouves en train de prendre un hitch pour rentrer chez toi et tout, c'est super compliqué. Il y a des gens peut-être qui ne se montrent pas, qui ne viennent pas faire des directs forcément, qui parlent très peu mais qui agissent beaucoup. Il faut toujours savoir féliciter ceux-là. Ils sont nombreux dans ce combat, Dieu seul sait. On n'en parle pas souvent assez, mais j'ai tenu ici dans presque tous mes lives à rendre hommage à ceux-là parce qu'ils ont un rôle importantissime dans le combat que nous menons. Ça, c'est très important. Voilà, donc j'ai salué ici la sagesse parce que j'étais très content hier quand j'intervenais dans le live de El Chenou. Beaucoup ont pu le remarquer. Il y a beaucoup qui venaient dans ce live au départ parce qu'ils venaient écouter les clashs. Et comme El Chenou a tout désamorcé, il a tout cassé, les gens étaient tellement dessus que quand ils venaient, ils se connectaient, ils voient plutôt El Chenou en train de parler bien. Il parlait en bien, voilà, du général Wanto. Les gens se sont dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on disait, ah, mais El Chenou n'a pas été invité. Il devrait normalement recevoir une invitation spéciale de la base de l'Allemagne, de la base de France. On a invité Géraud, venant d'Allemagne. On a invité le Martin Tajot, mais on n'a pas invité El Chenou. C'est un scandale, ça ne peut pas se faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Wanto? Mais je rappelle que c'est des grandes personnes.
Et certainement, il y a eu des coups de fil et autres, et ils se sont réglés en grande personne. Elle, chez nous, lui-même, est redescendu de son piédestal. À un moment, il a compris qu'il fallait faire preuve d'humilité pour faire avancer ce combat. Il fallait faire preuve d'humilité pour faire triompher le Cameroun. Parce que je rappelle encore une fois, c'est ce qui nous réunit, le Cameroun. Donc, elle, chez nous, quand il a réagi comme ça, j'étais vraiment content. Encore, Marie-Claire Tat était bien plus content que moi, bien plus contente que tout le monde d'ailleurs. Donc, il sera au rendez-vous. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui disaient ah, je ne viendrai pas parce qu'elle chez nous n'a pas été invitée. Donc, j'étais très très content hier quand je parlais de ça parce qu'il y a beaucoup, comme dans notre communauté, les gens adorent le Congo ça, ils adorent les histoires qui nous perdent du temps. Ils sont donc venus dans le live et quand ils venaient pourquoi? Parce qu'ils venaient écouter les conneries de Elle chez nous. Ils venaient écouter peut-être Elle chez nous en train d'insulter le général Wanto. Quand ils se sont rendus compte très vite que, ah mais ce n'était pas le cas, il y avait à peine quoi 191 personnes, après c'est descendu, après c'est remonté, après encore c'est redescendu, mais les gens étaient tellement dessus. Les Sardinas qui étaient de l'autre côté en train de se frotter les mains, ils attendaient qu'il y ait un clash entre Wanto et Elle chez nous pour que ça gâche la fête. Parce que je rappelle, ça sera une grande fête. C'est ce jour-là que tout va se décider à Paris. Et il faut être présent, il faut faire partie de l'histoire. Et non être hors de l'histoire. Et non être dans la poubelle de l'histoire. Faites l'effort d'être du bon côté de l'histoire. Rendez-vous à Paris samedi prochain. Soyez au rendez-vous, ça sera une marche historique. C'est très important de revenir dessus, d'insister. D'ailleurs, toute la semaine prochaine, de lundi jusqu'à vendredi, nous allons revenir dessus. C'est important. Alors, je vais souffler une minute le temps pour vous de partager massivement le direct. Jacqueline Nachimi, bonjour. Comme les gens s'attendaient au Congo, ça, ils n'ont pas été donc servis. Ils n'ont pas été servis. Ils étaient tellement dessus hier, quand je regardais, je rigolais. Les Camerounais. Ils adorent tout ce qui est distraction. Ils adorent ce qui est distraction. Quand il s'agit des vrais sujets, ils ne sont jamais au rendez-vous. Ils attendent toujours. Quand il y a des conneries, ils sont 2000, 3000, 4000 à venir écouter. C'est pareil, la dernière fois, le direct dont je vous parlais ici, je vous avais parlé d'un super direct, un direct super important que j'avais fait ici sur la spiritualité africaine. J'avais fait un super direct sur l'importance, voilà, de renouer avec nos ancêtres, l'importance de renouer avec la spiritualité africaine pour mener à mieux, mener au mieux, pour mener au bout vraiment ce combat. Pour être efficace même dans le combat que nous menons, nous avons besoin, voilà, de nous replier sur nos ancêtres, de leur faire confiance parce que ce n'y a que eux, de là où ils sont, qui peuvent nous couvrir de courage et surtout nous couvrir de beaucoup de bénédictions. C'est très important dans le combat que nous menons. Et il y a un exemple très très important que j'avais oublié ce jour-là, un élément très très important. J'avais parlé de ça, je crois, oui, mais vite fait comme ça en passant. C'est un élément qui me semble essentiel. J'avais rappelé ici, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis 2 ans déjà et plus, vous savez, il y a ceux qui, dans ce combat, chacun a sa façon de communiquer. Et dans ce que nous faisons, chacun a son point fort. Ça, il ne faut jamais le perdre de vue. Chacun a son point fort. Ça dit que, voilà, son live était plein d'humilité. Tu as raison, Marie-Claire. Je suis en train de dire ceci. Quand vous venez, par exemple, dans mon direct, il serait difficile pour vous de venir dans mon direct et me voir gonflé à bloc, peut-être énervé et être peut-être dans l'émotion. Mes directs se font généralement comme vous écoutez actuellement, comme vous regardez. C'est toujours avec un certain tempo et j'ai le souci dans tous mes directs de faire ressortir quelque chose de très important, de faire apprendre parce que je ne veux pas que les gens, salut Nicolas Biada, que les gens viennent regarder mon direct et à un moment ressortent de ce direct-là sans avoir appris quelque chose. Si ce n'est que sur le plan, voilà, social, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan, voilà, de l'histoire ou bien de la spiritualité, j'ai toujours ce souci d'apporter un plus, j'ai toujours ce souci de faire profiter, voilà, ceux qui regardent mes directs. Je me suis toujours considéré comme un activiste pédagogue. Je suis toujours plus dans la pédagogie.
Je suis un peu en quelque sorte, si vous voulez, un enseignant dans l'âme qui aime apprendre et qui aime aussi échanger et qui aime partager avec les autres. C'est très important. Vous allez voir que mes lives, c'est presque ce même tempo avec la méthode. J'aime avancer comme ça avec la méthode. Généralement, j'ai toujours ce deuxième téléphone avec des images à l'intérieur, des textes et parfois des vidéos et je décortique progressivement. Si les gens peuvent apprendre de ce que je fais, tant mieux. Jusqu'ici, je pense que je fais très bien je fais très bien mon job parce que je ne reçois que voilà, des félicitations de ceux qui écoutent souvent mes directs. Vous allez peut-être aller chez Max. Max aura sa façon de communiquer qui est plus un peu qui est un peu plus dans le roha, c'est-à-dire que qui est dans la mobilisation également, qui est dans la motivation, dans le roha et autres. C'est son style, c'est sa façon de communiquer. Vous allez aller peut-être ailleurs, vous allez voir quelqu'un d'autre qui est plus voilà, chacun est différent, et chacun, bien sûr, s'appuie sur son point fort. Je ne serai pas là pendant des heures dans un direct à crier haut et fort et d'autres. Je le ferai pendant des moments, je vais peut-être monter, à un moment je vais baisser, mais je vais toujours revenir sur quelque chose de très important pour moi. Parce que je pense que ce n'est pas un hasard si dans certains pays, les pays notamment les pays les plus sérieux en la matière, je prends l'exemple d'Israël. Je vous ai rappelé ici que, Jacqueline, merci, je vous ai rappelé ici qu'en Israël, c'est des pays très très sérieux. En Europe même en général. Et dans les pays comme la Corée, le Japon et autres, c'est des pays qui ne blaguent pas avec deux points essentiels. Et ces points sont essentiels dans l'histoire d'un peuple, dans le parcours, dans la trajectoire d'un peuple. Il faut toujours s'appuyer sur ces deux maillons forts. L'histoire de son pays, tout commence par là. Et de deux, sa spiritualité. C'est ça la colonne vertébrale. C'est ça la colonne vertébrale d'un être humain. C'est ça la colonne vertébrale d'une nation, d'un peuple. Vous allez voir que dans un pays comme Israël, je vous le rappelais ici la dernière fois, pour enseigner l'histoire, il faut prêter serment. Parce qu'avec l'histoire, on peut arranger, avec l'histoire, on peut détruire. Avec l'histoire, on peut construire dans l'imaginaire dans l'imaginaire d'un peuple des choses qui sont complètement fausses. Et ce mensonge, au fil du temps, devient finalement une vérité. Parce qu'un mensonge qui a été longtemps raconté, longtemps publié, pendant, voilà, un message, pardon, un mensonge, pardon, qui a été longtemps relayé, peut passer pour être une vérité au bout de 30 ans, au bout de 40 ans. Qui aujourd'hui, et même quand on a décidé, quand on a pris, on a conçu le droit international, même quand on a conçu le partage même sur, comment dire ça, sur le plan temporel, si vous voulez, en resituant certains événements de l'histoire dans le temps et dans l'espace, on a toujours tenu compte de quelque chose de très important, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui est tout, c'est-à-dire que qui est un gros mensonge historique, mais on s'appuie toujours dessus. On s'appuie toujours dessus. La période 1492 et autres, quand on divise, même on dit la préhistoire, on revient sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, après maintenant l'époque contemporaine. Même quand on veut faire cette division même du temps, on tient compte de la période de Christophe Colomb qui aurait découvert l'Amérique, pourtant c'est un gros mensonge. Qui aujourd'hui ne connaît pas que voilà, celui qui a inventé l'école, c'est Charlemagne. Charlemagne, c'est qui? C'est encore un Français. Donc, tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont assez importantes. Et moi, je pense que le plus gros problème que l'Africain rencontre aujourd'hui, c'est parce qu'il est complètement hors course, il est complètement hors sujet quand il s'agit de son histoire, hors sujet quand il s'agit de sa spiritualité. Il a abandonné tout pour aller embrasser la spiritualité, la religion des autres. Pourtant, il a sa propre tradition spirituelle qu'il fallait tout simplement redynamiser, qu'il fallait tout simplement réhabiliter. Donc quand tu discutes avec un Africain qui est à tel point perdu, comme je peux voir une jeune sœur dans une publication, c'était une Camerounaise même d'ailleurs, une certaine Bala, qui dit fièrement que les Africains, c'était normal que les Africains soient colonisés, tout simplement parce que les Blancs, les Français qui sont venus à l'époque nous coloniser, ils avaient raison de le faire tout simplement parce qu'ils étaient issus des pays qui avaient une civilisation. Pourtant, les Africains n'avaient pas de civilisation. Et donc, la France, déjà civilisée, avait le devoir
de civiliser, de coloniser les peuples africains. Ce qui est tout simplement le contraire. Moi, c'est ce genre de choses qui me choque plus que tout, en fait. Ça me choque plus que tout. C'est-à-dire que tu vois un nègre, comme vous avez vu la sœur récemment, elle était Miss Limousin, elle est venue à Miss France, elle était parmi les candidates pour le titre de Miss France, et elle a pris le micro devant des millions de gens, elle rappelait ceci, que le général, son plus grand héros avec qui elle aimerait dîner un soir, c'est le général de Gaulle, parce qu'il a gagné une guerre, il a gagné la guerre contre les peuples faibles. Et quand on parle de peuples faibles, sachant qu'elle est antillaise, quand elle parle des peuples faibles, elle est issue de cette domination, de cette guerre même d'occupation française. Elle est d'une manière ou d'une autre, elle est victime de cette guerre du général de Gaulle. C'est vrai qu'à l'époque de l'esclavage, c'était plutôt Napoléon et autres, mais d'une manière ou d'une autre, même la Guadeloupe actuelle, qui était son pays, Guadeloupe-Martinique, la Martinique qui est son pays, son île natale, mais je rappelle que la Martinique jusqu'à l'heure actuelle est une colonie française. Mais quand vous voyez une dame comme celle-là, qui est contente du général de Gaulle, et elle dit que son héros, c'est le général de Gaulle, il n'y a rien qui me choque plus que ça. Il n'y a rien qui me choque plus que ça, parce que ce travail n'a pas été fait, et c'est à nous la jeunesse. Même moi qui vous parle aujourd'hui, je commence à découvrir véritablement mon histoire, l'histoire de mon peuple, l'histoire de mon pays, la véritable histoire, hein, en tant que marche vers la raison, la véritable histoire. Je ne parle pas de l'histoire ici racontée par ceux qui nous ont dominés. Je parle de la véritable histoire de l'Afrique. C'est récemment que je l'ai découvert. J'étais choqué. Il y a des choses que quand j'entends en Afrique, des choses que j'ai appris récemment, j'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué quand j'ai appris ça. J'ai dit, mais pendant tout ce temps, j'ai appris des conneries à l'école. On ne m'a enseigné que des mensonges sur le plan historique. Et moi, c'est mon cheval de bataille. J'ai décidé de me battre à ce niveau. Et si je peux apporter un plus, je n'hésite pas à le partager avec vous. Je vais vous prendre encore un exemple très très touchant récemment. C'est une preuve encore, hein. Une preuve que le peuple africain est un peuple complètement perdu. Les nègres sont des gens qui doivent, à un moment, je dis toujours, les nègres, ils doivent se faire soigner. Et se faire soigner ici, ce n'est pas aller se coucher dans un hôpital psychiatrique. Se faire soigner, c'est quoi? C'est commencer par lire, c'est commencer par se détacher, c'est commencer vraiment, véritablement à se détacher de tous ces gros mensonges avec lesquels on nous a enchaînés pendant des siècles. Pour moi, c'est ça mon combat. Je ne serai pas là dans des lives ici pour crier Paul Biya doit dégager, Paul Biya détruit notre pays, Paul Biya et son clan, les Nanga ont fait ceci, les Boulous ont fait cela. Je le ferai de temps en temps, mais j'aime m'appuyer sur ces points essentiels. Pour enseigner l'histoire, je vous prends l'exemple. Il faut prêter serment. Il suffit d'un mensonge côté palestinien. Et comme d'ailleurs c'est le cas, on a tellement mis des mensonges dans la tête des Palestiniens que tu vois le Palestinien, même quand il accouche son fils, il lui donne le nom d'un ancêtre de la famille ou bien d'un parent qui avait été massacré par un juif et par un Israélien. Et l'enfant palestinien doit grandir en mettant on lui met déjà dans la tête dès le bas âge qu'il est né pour venger son oncle qui était mort, tué par un Israélien. Côté israélien également, il y a des méthodes qui sont mises sur pied depuis le bas âge pour rappeler aux enfants juifs que on a tenté d'exterminer notre race et que vous devrez tout faire dans ce nouveau monde-ci pour vous maintenir, quitte à tuer tous les autres. C'est-à-dire que c'est une guerre permanente, mais si tu vas écouter au fond l'histoire, rien ne se fait dans cette contrée-là pour rien. Il y a des parties importantes dans l'histoire de France. Les Français font exprès de cacher cette partie honteuse de leur histoire à leur peuple. Mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si le système éducatif en Afrique, notamment en Afrique francophone, c'est des systèmes éducatifs qui ont été imposés par la France. C'est la France qui dictait. C'est la France qui nous disait exactement ce qu'il faut dire à telle ou telle place. Pourtant, on aurait souhaité apprendre autre chose. Quand on nous parle des Omniobe, des Wandji et autres dans l'histoire de notre pays, on parle d'eux en tant que des maquisards et non en tant que des ultranationalistes qui aimaient leur pays et qui voulaient se libérer du joug et de la tyrannie française. C'est des éléments qui sont pour moi des éléments très très importants. Si tu ne connais pas ton histoire, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Pour moi, cette maxime a tout un sens. Cette maxime prend tout son sens. Prenez l'exemple récemment de ce qui s'est passé en France.
Je crois que c'était le 15 avril 2019. Je ne sais pas si c'était le 15 avril, je crois. Alors, on a connu, il y a la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a pris feu. Une partie d'ailleurs de la cathédrale qui s'est brûlée. Et on a remarqué un élan de solidarité qui s'est formé. Une grande chaîne de solidarité. Non seulement des Blancs l'ont fait, hein, beaucoup d'autres l'ont fait. Vous allez bien remarquer que dans tout ceci, il n'y a que le nègre. Je ne vois pas des Arabes. À moins que je me trompe, si quelqu'un peut me prouver le contraire ici. Je n'ai pas vu des Arabes parce que la cathédrale Notre-Dame brûlait. Organiser, faire un litchi en ligne, récolter les fonds pour aller verser à Notre-Dame, tout simplement parce que voilà, Notre-Dame est brûlée, ils étaient en train de pleurer. Mais les premiers à le faire, j'ai même vu des Congolais qui sont allés pleurer à Notre-Dame, j'ai vu des Antillais qui sont allés pleurer, j'ai même des photos ici d'un jeune Antillais qui a organisé un litchi, qui a récolté d'ailleurs les fonds et il allait verser pour aider à la construction. Pourtant, ce même frère, sur la même période, il y a quelques mois juste avant, il y avait le Mozambique, il y avait 1000 morts au Mozambique. Il n'a jamais été au rendez-vous. Les mêmes gens qui sont en train de pleurer la cathédrale Notre-Dame ne s'étaient jamais mobilisés pour de tout ce qui se passait en Afrique comme catastrophe et autres. C'est ce genre de choses qui me fait tellement mal, ça me fait tellement mal plus que tout. C'est pour ça qu'en fait je suis plus concentré, je suis plus orienté vers ces choses-là. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des nègres qui étaient tellement touchés, des nègres qui étaient tellement choqués, au point où ils sont même allés devant la cathédrale pleurer. Il y a même un nègre qui a dit que quand il a vu la flèche de Notre-Dame tomber, il a tellement pleuré au point, il a vu la flèche tomber, c'est comme si c'est son père qui était mort. C'est des preuves que on a un peuple tellement malade, on a un peuple qui est... il faut vraiment aller au chevet de ce peuple-là. Pour un Africain qui a lu ne serait-ce que quelques pages de l'histoire de son peuple, c'est pour ça que je dis encore, si on enseignait la véritable histoire de chaque peuple à ses enfants, si on enseignait la véritable histoire de chaque peuple, les gens ne seraient pas à ce point quand même assez... les gens ne seraient pas aussi fermés et aussi cons. Parce que ce que j'ai vu, ça m'a choqué. Il est important de rappeler aux mêmes nègres qui étaient en train de pleurer devant la cathédrale Notre-Dame que c'est dans cette même cathédrale Notre-Dame que les nègres ont été massacrés. C'est dans la même cathédrale Notre-Dame que des centaines de Noirs ont été tués. Le sang gisait partout. Je dis bien dans la même cathédrale. On a nettoyé, ramassé les corps, balancé dehors. Ah, ça, c'est à l'époque de la guerre. Hein. Et comme on dit dans un pays, quand il y a guerre, il y a des édifices qui sont interdits. C'est strictement interdit de mener voilà, la guerre dans des hôpitaux, par exemple. Il est strictement interdit de tirer sur les hôpitaux. Il est strictement interdit de détruire les églises et autres. Et comme les nègres, nos grands-parents, à l'époque, qui avaient été pris de force pour amener en France les tirailleurs de l'époque, on est ici à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la France est divisée en deux. Il y a une France sous occupation et il y a une France libre, avec pour capitale, je rappelle, Brazzaville au Congo. La capitale de l'époque, de 1940 jusqu'en 1943, la capitale de la France n'était pas Paris. La capitale de la France était Brazzaville au Congo. Là où il y a encore aujourd'hui les Brazzavillois, avec le président, voilà, demandé officiellement qu'on fasse retourner la dépouille de Savognon de Brazza, qui est, on dit qu'il a créé la ville, mais en réalité, la ville existait déjà, elle s'appelait Mfoua, dans la rive droite du Congo. C'était déjà une ville connue, des populations y vivaient depuis des siècles. On ne comprend pas comment du jour au lendemain. On a juste changé le nom, mais ça devient que c'est lui qui a créé la ville. Il faut enseigner la véritable histoire à un peuple. Donc si, et pas, bon, pour revenir sur le cas de Notre-Dame. Donc à l'époque, les soldats qui étaient acquis à la cause de Maréchal Pétain, qui avait bien sûr trahi la France, Pétain avec Pierre Laval, et même aussi François Mitterrand, qui a été président par la suite. Je rappelle qu'à l'époque, il faisait partie de ces clans-là. Ce qui s'est passé, c'est que ces soldats fuyants, nos parents, grands-parents et autres, qui sont partis du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, du Sénégal, du Congo, tous ces pays, pour aller se battre aux côtés de la France, qui sont allés se battre pour libérer la France.
quand ils étaient en train de fuir, le seul endroit qu'ils ont pensé à un moment où ils pouvaient se réfugier, c'était la cathédrale Notre-Dame. Notre-Dame de Paris qui a pris feu récemment. C'est là-bas que nos parents ont fui, les soldats pétainistes, pour aller se réfugier. Donc ils sont allés se réfugier à la cathédrale Notre-Dame. Et c'est là où on les a surpris, à l'intérieur de la cathédrale. Un à un, on a mis des balles dans la tête. Un à un, on tuait. Un à un, on tuait, on massacrait, on massacrait. Jusqu'au bout. Tous. Le sang, la quantité de sang qu'il y avait dans cette église qui gisait partout. La quantité de sang ne dit pas son nom. On est venu, comme c'est des nègres, un corps de nègres, ça ne sert pas à grand chose. On a trouvé quoi? Une fosse commune. On a balancé tout à l'intérieur. Ils ont pris des catchers, ils ont nettoyé les murs avec le sang partout. Ils ont balayé, 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 ils ont mis dehors. Ils ont pris les petits nègres qui étaient morts, ils ont mis fosse commune. Une partie de l'histoire complètement oubliée. On est en 1900, de la guerre entre 1939 et 1945. Quelques années aujourd'hui, quelques années plus tard, la même cathédrale où les ancêtres ont été massacrés, où les grands-parents de certains, parce que d'autres sont encore vivants, ont été massacrés. Cette même cathédrale prend feu et on voit encore les mêmes enfants de ces nègres devant la cathédrale en train de pleurer. Vous entendez ça? Si cette partie donc de l'histoire avait été racontée, si cette partie de l'histoire avait été enseignée véritablement au peuple nègre, on ne serait pas en train de vivre ce genre de choses. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que pour moi, je ne vais pas être tous les jours en train de crier le Kabila. J'aimerais bien crier. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on apprend? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? Voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre comme plus? Parce qu'il faut également tirer certaines informations quand on va prendre le temps. Je suis par exemple en ligne, ça fait 52 minutes. Je n'aimerais pas qu'en 52 minutes, que quelqu'un vienne s'asseoir pour écouter comment j'écris sur Bia. Mais en 52 minutes, peut-être celui qui n'était pas au courant a appris que dans cette même cathédrale, et ce n'est pas que le premier événement, il y a eu plusieurs événements dans cette cathédrale qui est là depuis 800 ans. Donc, imaginez ce qui s'est passé dans cette cathédrale depuis 800 ans. Mais je m'appuie uniquement sur le cas des Noirs, parce que le combat que je mène, c'est d'abord pour mon peuple. Le combat que je mène pas pour les autres. Je ne dis pas qu'il faut tuer les autres, mais je suis d'abord pour les miens. Et être pour les miens, les Noirs, ça ne veut pas dire que je suis contre les autres. Mais je parle de ce qui me regarde, moi, en tant qu'Africain, en tant que Noir. Je serais content que quelqu'un, en partant d'ici, apprenne ce genre de choses. Que c'était complètement inutile. C'est même une insulte même. Que sur le même endroit où vos ancêtres ont été massacrés, que les nègres courent là-bas, cotiser pour aider. C'est justement parce que ce travail n'a pas été fait. Ce travail n'a pas été fait. Vous avez vu récemment comment une maman, il y a une vieille blanche dans une église qui était en train d'insulter les Noirs et elle demandait aux Noirs, mais qu'est-ce que vous êtes venus chercher ici? Foutez-nous le camp, qu'est-ce que vous faites dans une église? Je vais demander à ce qu'on vous brûle. Et il y avait j'ai vu des nègres par la suite qui se plaignaient, qui ont dit comment c'est franchement méchant, d'autres qui posaient des questions. Madame, pourquoi vous pouvez dire ça? Mais moi, j'ai répondu parce qu'il y a par la suite, comment on appelle, Claudicia, qui a fait une publication en disant oui, c'est tout simplement inacceptable que les Noirs soient insultés de la sorte dans une église. Moi, j'ai répondu en quelques mots. Quand les gens étaient en train de se plaindre, j'ai bien demandé, mais qu'est-ce que ces nègres? Qu'est-ce que les nègres foutaient dans cette église pour être insultés par, ces dames? Parce que je vais bien vous montrer l'image, hein. Vous allez voir comment je suis une vieille blanche qui pense et qui dit en fait ce qu'elle pense. Ça, c'est très important. Ils sont nombreux qui pensent pareil, hein. Sauf que peut-être pour certains, ils n'ont pas le courage de se prononcer. Mais au fond d'eux, beaucoup pensent comme ça des Noirs. Et elle est dans une église et dit de façon claire que si, voilà, du camel de Baham, bah, tu aurais appris quelque chose. C'est aussi ça le but de mes directs. J'aurais une mitraillette, hein, engagée avec des soldats mitraillés, tout ça. Voilà. Et quand elle dit tout ça, tout ça. Pauvre de vous, madame, pauvre de vous. Elle est parfaite. Non, c'est pas assez. J'aurais une mitraillette, hein, engagée avec des soldats mitraillés, tout ça.
Mais oui. Vous allez me trahir quoi? Les Noirs? Oui. Vous aimez Voilà. pas les Noirs? Eh ben, on sera là quand même. Pauvre Quand elle dit tout ça, elle parle des Noirs. Pauvre de vous. Mais oui. Allez, partez. Non, c'est pas vous. Si je veux. Non, mais j'hallucine. On va rester. Oui, on va rester. J'hallucine. Voilà. Moi, j'aime pas. Et le curé, la prochaine fois que je le verrai, je lui parlerai de vous. Voilà. Oui, parlez. Voilà. Elle n'a que dit ce qu'elle pense. Hein. Elle a dit ce qu'elle pense. Il y a beaucoup qui ne le diront pas. Et je demande, mais Comment? Vous avez dit quoi sur les nègres? Vous en avez marre des nègres, madame. Le temps pis pour vous. Vous avez marre des nègres? Oui. D'accord. La France est un pays multiracial. Vu votre âge, vous n'êtes pas loin de la mort. Qui est-ce qui a aboli la race des nègres en Amérique? Votre Hein? père. C'était bien Abraham Lincoln. voilà. Hein? C'est lui qui a aboli les nègres en Amérique. Et alors, On parlera de vous au curé, madame. Abraham Lincoln. Ils pensent tous pareil. La plupart, 90% c'est des gens. Elle parle d'Abraham Lincoln comme le libérateur. Allez, fiche-toi. Mais oui. Tant mieux. Allez, va-t'en. Voilà. Regardez comment elle s'adresse aux nègres. Elle dit va-t'en, allez, dégager. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Je vous regarde, j'ai des yeux. Comment? J'ai des yeux. Ah oui? Ben, regarde-moi bien. Parce que je vois le malin entre vous, le malin. Dans une église, je vois que vous insultez, vous crachez. Ça, c'est... Mais on n'insulte pas, on ne crache pas dans une église parce qu'une église c'est quoi? C'est vous qui avez pris l'église comme le lieu sacré. Bah, pour vous. Ouais, c'est Les vrai. nègres, séparés. Allez, fiche-toi. Voilà. Et les nègres sont là, ils sont fâchés. Mais oui. Voilà. Tant mieux. Vous vous rendez bien compte de la réaction de la dame quand elle dit ceci. Dégagé. Qui est-ce qui a libéré les nègres aux États-Unis? Elle parle de qui? Elle parle d'Abraham Lincoln. C'est toujours ce qu'on appelle ici, c'est les Blancs ont fait exprès de s'attribuer les plus beaux rôles. C'est-à-dire les mêmes Blancs qui sont venus esclavagiser les Noirs. On ne parle pas d'eux en tant que des colons qui auraient esclavagisé les nègres, mais on parle d'eux plutôt, on leur attribue le beau rôle quand il s'agit de l'abolition. On va dire non, ils ont aboli l'esclavage. La dame, elle n'a pas tort. Hein. C'est que dès le bas âge, on lui a dit que les nègres ont été en esclavage. Sauf qu'on ne dit pas que les nègres ont été mis en esclavage par les blancs. Mais on rappelle tout de suite que les nègres ont été libérés par un certain blanc aux yeux bleus, un très gentil qu'on appelait Abraham Lincoln. Sauf que c'est faux. On ne devrait même pas logiquement parler, on ne devrait même pas parler de l'abolition, mais on devrait plutôt parler de l'auto-abolition. Parce qu'aucun peuple dans le monde n'a libéré un autre peuple. Les Blancs n'ont pas libéré les Noirs. Aux États-Unis, un peu partout dans le monde d'ailleurs, là où les Noirs ont été esclavagisés, les Noirs se sont libérés par eux-mêmes. On devrait parler de auto-abolition et non de l'abolition d'un certain... On ne devrait pas parler des abolitionnistes comme des, je sais pas, des Victor Schœlcher, c'est pareil en Guadeloupe, un peu plus aux Antilles. On va toujours te montrer le blanc qui est venu libérer les Noirs par pitié. J'avais déjà fait une vidéo ici, je vous avais présenté un ouvrage d'un auteur français qu'on appelle Pierre Douat. C'est un critique historique à la base qui est médecin, qui a écrit un très très beau livre là-dessus. Le livre est intitulé « Voilà ce que vous aurez voulu savoir sur la France et qu'on vous a toujours caché ». J'avais démontré ici, parce qu'il y avait beaucoup qui avaient parlé à un certain moment de la société des amis des Noirs, que j'appellerais plutôt la société des ennemis des Noirs. J'avais démontré ici, donc c'est une société qui a été créée en 1788 par Jacques-Pierre Brissot et Étienne Clavière. Ça, c'est deux blancs qui, à un moment, voilà, ont voulu démontrer qu'effectivement, oui, ils sont des très très gentils, ils sont des gens qui comprennent la situation des Noirs et ils voudraient se battre pour que les Noirs soient libérés. J'avais démontré ici et je ne vais pas rentrer en profondeur, mais je vais juste rappeler qu'ils étaient pour la libération des mulâtres, ils n'étaient pas pour la libération des Noirs. Ils étaient pour que les Noirs restent dans les plantations, ils étaient contre le fait que, ils étaient pour que voilà, les mulâtres soient libérés et que les Noirs restent dans les plantations. J'avais de nous donner ici les détails jusqu'aux chiffres. L'argent qu'ils avaient perçu à l'époque, des francs or qu'ils avaient perçu à l'époque, Pétion 80 000, lui-même Brissot 300 000, il y avait l'abbé Magloire, ils sont nombreux comme ça, qui étaient soi-disant des abolitionnistes.
et qui avait perçu de l'argent derrière, même pas pour libérer ces noirs des plantations, mais pour libérer quelques mulâtres qui estimaient que, bon, ils estimaient que ces mulâtres étaient un peu plus proches d'eux au niveau de la couleur de la peau. Donc la dame qui dit que, voilà, les nègres aux États-Unis ont été libérés par un certain blanc gentil au nom de Abraham Lincoln, c'est pas de sa faute, c'est parce que dès le bas âge, on lui a mis ça dans la tête et elle a grandi avec. Un mensonge qui est, voilà, proféré pendant longtemps peut passer pour une vérité. C'est pas de sa faute. Elle a grandi en écoutant Abraham Lincoln. C'est comme moi aussi j'ai appris Abraham Lincoln, c'est lui qui a mis fin à l'esclavage, c'est lui qui a libéré les Noirs. Pourtant, il n'en est rien du tout. Ils étaient obligés de faire avec ces Noirs pour réunifier, voilà, les États-Unis à un moment. Ils avaient compris qu'on avait besoin des Noirs d'une manière ou d'une autre. Ils ne l'ont pas fait pour les beaux yeux des Noirs, mais ils l'ont fait parce qu'il fallait réunifier le pays. Et obligatoirement, il fallait que l'esclavage cesse. Ils ont même fait des bateaux, Abraham Lincoln, ils ont fait tout pour le glorifier. C'est pareil aux Antilles avec Schœlcher. On va toujours te parler de Schœlcher comme celui qui a mis fin à l'esclavage en France. Il y a des écoles Schœlcher, il y aura des rues Victor Schœlcher, il y aura des amphithéâtres Victor Schœlcher un peu partout. Ils vont faire ça exprès. C'est pareil, ils vont aller à Haïti. À Haïti, ils vont toujours te parler des mêmes gens. Ils vont te mettre plus dans, comment on appelle, ils ont le soi-disant héros à Haïti. Duarte, on va toujours montrer ces images un peu partout. Ils vont désafricaniser, ils vont faire exprès de désafricaniser, voilà, toutes ces îles des Antilles en y mettant plutôt des noms des Blancs dans les rues, dans des écoles, des hôpitaux et autres. C'est fait exprès, c'est un système qui existe depuis longtemps. C'est à nous maintenant de prendre conscience de tout ça et surtout derrière de faire des choses, voilà, à notre avantage. Les Blancs, ils le font à leur avantage, c'est normal. Ils le font à leur avantage au détriment des nègres que nous sommes. Mais c'est à nous également de faire des choses à notre avantage, d'être jaloux de nos intérêts. Moi, je ne vois pas où est le problème. Ils auraient dit peut-être que celui qui a mis fin à l'esclavage, c'est Abraham Lincoln. On aurait également dit que chez nous, celui qui a mis fin je ne sais à quoi, on met aussi quelqu'un d'autre devant. Moi, ça me semble plutôt logique. C'est pareil, on va toujours te dire que le prophète, et voilà, c'est même ces derniers temps, ça remonte encore, parce que même quand je discute avec eux, on a toujours les mêmes réactions. Oui, vous savez que le prophète Bilal, Bilal a été libéré par le prophète. Bilal était un esclave qui avait été libéré par le prophète. Sauf qu'on ne te dira jamais que, c'est-à-dire qu'on va mettre toujours l'arabe, le prophète Mohammed, comme un héros qui va libérer un nègre de l'esclavage, sans toutefois rappeler aux gens que, effectivement, il a été mis en esclavage par les mêmes Arabes. Donc un Arabe, les Arabes, peut-être, un Arabe va le mettre en esclavage. On ne parlera pas de cet Arabe qu'il a réduit à l'esclavage, mais on te parlera plutôt du prophète arabe qui l'aurait libéré. C'est-à-dire le beau rôle est attribué aux Arabes, le beau rôle est attribué aux Blancs, et derrière c'est toujours le nègre qui est celui-là qu'on vient aider, quoi. Je vous ai montré la petite vidéo de la dame, ils sont beaucoup, hein. Nombreux sont des Blancs qui pensent comme ça, même s'ils ne vous le disent pas. Ils savent qu'ils sont supérieurs à nous. En raison pour laquelle elle évoque Schœlcher, c'est pas étonnant, rien d'étonnant dans tout ça. Voilà, maintenant, je vais terminer en espérant, voilà, que le lien que j'ai mis PayPal, vous allez pouvoir cotiser. Je rappelle encore, mobilisation générale le 18 mai à Paris pour le départ de Biya. Donc venez célébrer le départ de Biya avec nous. Ce jour-là, on va fêter, ce jour-là, on va danser. Ça sera le départ de Biya, ça sera acté le 18 mai prochain. Donc la mobilisation doit continuer dans ce sens. Voilà, là j'ai pratiquement 96 personnes en ligne. Si vous pouvez me rendre ce service précieux, il est très très important pour moi parce qu'il y a quelque chose de nouveau que j'ai envie de lancer. Allez-y massivement sur ma chaîne YouTube. Vous allez juste taper sur YouTube Bertie Le Kamit, le même nom que sur Facebook, vous vous abonnez dessus. Donc pour ceux qui ont le temps, s'il vous plaît, allez dessus, tapez Bertie Le Kamit et s'il vous plaît, abonnez-vous. Il y aura une cloche juste à côté, vous appuyez sur la cloche pour recevoir mes prochaines, voilà, les prochaines notifications. Jus d'orange, mon pote, mon frère, le digne fils de ma mère. J'espère que tu vas bien. Alors, je crois avoir dit l'essentiel. Je vais devoir m'arrêter là. Je vais stopper le live.
J'avais prévu 40 minutes. Là, je suis à 1 heure de temps. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter et que surtout vous avez appris quelque chose. Parce que le plus important, c'est souvent d'apprendre des choses d'un live. Pas venir crier juste pour crier. Pourtant, notre peuple est à la traîne. On devrait plus s'intéresser à ce qui est constructif. On doit plus s'intéresser à ce qui est important. Voilà, merci et bon début de... Voilà, bon week-end à tous et à toutes.